Ce qu'on voit sur la diapositive 11, c'est le carré rouge. Ce carré rouge montre que 25 kg d'uranium enrichi à 90% équivalent, sur la gauche, à 3165 kg d'uranium naturel. 90% enriched uranium that's in, on the left side, 3,165 kilograms of natural uranium. So that's just showing you the amount. And then each Donc ça vous montre simplement la quantité. Ensuite, à chaque étape suivante de l'enrichissement, on retire de plus en plus d'uranium-238 autour pour le concentrer jusqu'à obtenir au final une arme nucléaire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la diapositive suivante, ce processus s'accélère au fur et à mesure. Alors, passe à la diapo suivante, Nima. Voilà. On peut se représenter ça un peu comme du sucre dans de l'eau. Le processus de concentration, c'est un peu comme quand on fait bouillir l'eau. Et le travail de séparation, au niveau conceptuel, c'est le temps qu'on passe à faire bouillir à un certain rythme pour retirer, disons, 10% de l'uranium-238. Dans cet exemple, l'eau. 10% of the uranium-238, in this case the water. And as we look further and further to the right, if we look at the next Et si on regarde de plus en plus vers la droite, si on observe l'avant-dernière colonne à droite, là où on a un mélange à 50% de sucre enrichi et d'eau, on voit que la dernière étape nous amène au sucre pur. Le graphique en dessous montre à quoi ressemble la courbe de concentration en fonction des étapes d'ébullition. Alors si on passe à la diapositive suivante, voilà ce que montre le processus d'enrichissement en unité de travail de séparation. Si on regarde la courbe rouge, j'ai oublié d'indiquer la légende rouge, cette courbe correspond à une cascade de centrifugeuses qui produit de l'uranium appauvri à 0,2%. Donc on part d'un uranium à 0,711% d'uranium-235 et l'uranium appauvri descend à 0,02%. the depleted uranium is 0.02%. The blue curve shows if the depleted uranium. La courbe bleue montre que si l'uranium appauvri est à un niveau beaucoup plus bas, le processus devient bien moins efficace pour l'utilisation de l'uranium. Par exemple, avec 0,04% d'uranium appauvri, on gaspille beaucoup plus d'uranium-235. Mais regardons maintenant le côté rouge. Ce que montre la courbe rouge, si on regarde l'axe vertical à gauche, c'est qu'en haut de cet axe, on atteint une concentration de 0,9. C'est de l'uranium de qualité militaire. Et si on suit la courbe rouge jusqu'à son extrémité droite, on arrive à environ 5500 unités de travail de séparation. Donc, en partant d'environ 3165 kg d'uranium naturel, il me faut à peu près 5500 unités de travail de séparation pour obtenir une arme nucléaire. Mais je peux prendre cette courbe et la reconstruire. Alors, c'est la même courbe. Laissez-moi vous montrer la diapositive 14. En fait, c'est la même courbe, mais cette fois j'ai posé la question suivante. Combien de travail de séparation faut-il pour atteindre un certain niveau de concentration et produire du plutonium de qualité militaire? Passons à la diapositive suivante. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce qui se passe ici. Très bien. Regardons la ligne verte verticale tout à gauche. Si j'ai de l'hexafluorure d'uranium enrichi à 40%, il me faut environ 240 unités de travail de séparation pour atteindre 90% d'enrichissement. C'est ce que montre le graphique, pour arriver à du plutonium de qualité militaire. Il me faut donc environ 2,8 semaines si je dispose une de ces cascades, ces doubles cascades. C'est plutôt bien. Et si j'ai de l'uranium enrichi à 60%, ça ne me prend qu'1,4 semaines. Donc, si je résume un peu, l'offre, oui, elle te donne un peu plus de temps, mais pas énormément. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ça montre à quel point les Iraniens ont une capacité énorme d'enrichissement. Et il va falloir accepter cette capacité et négocier avec eux, parce qu'ils ont un vrai intérêt à le faire.
Ils ont un intérêt de sécurité à ne pas aller plus loin et à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Il faut donc reconnaître cet intérêt, cette motivation à ne pas aller dans cette direction et trouver un accord qui permette d'avoir des inspections sur ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'inspection. On ne sait pas combien de cascades, ni combien de centrifugeuses ils possèdent. On ne sait pas combien ils en construisent, parce qu'ils nous ont exclus du suivi. L'accord du JCPOA exigeait qu'on puisse surveiller la construction de leurs cascades de centrifugeuses. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font. On n'a aucune idée du nombre qu'ils fabriquent. Et au final, on ne saura probablement pas combien ils en auront construit, même si on renégocie. Mais ce n'est pas une raison pour refuser un nouvel accord avec eux. Parce que sans cet accord, ce pays va se retrouver, et s'il décide d'avancer, avec 20 armes nucléaires ou plus d'ici 4 ou 5 ans, et il pourrait en avoir une douzaine, voire davantage, en moins d'un an s'il décide de le faire. C'est insensé de ne pas les amener à accepter quelque chose qu'ils veulent, au fond, déjà faire, simplement parce qu'ils ne veulent pas se créer de problèmes avec leurs voisins proches. L'argument que j'essaie de défendre, et que je pense solide, si quelqu'un a un autre point de vue, je suis preneur, dites-le moi. Ce n'est pas de dire « bombardons-les jusqu'à l'âge de pierre ». Ça ne marchera pas. Ça n'arrivera pas. C'est irréaliste, c'est brutal, c'est immoral, et ça n'arrivera tout simplement pas. Alors, au lieu de se taper sur la poitrine et de dire des bêtises, il faut vraiment réfléchir sérieusement et regarder la réalité de la situation. C'est extrêmement important de le faire. Et je peux vous montrer une autre diapositive, juste pour que tout le monde sache qu'elle existe. Diapositive 17. Ceci est simplement un résumé des estimations du rythme auquel l'Iran pourrait fabriquer des armes nucléaires, compte tenu de sa capacité en centrifugeuse et du nombre total qu'il pourrait produire. Le rythme pourrait être très élevé, mais bien sûr, seulement s'il dispose de tout le matériau nécessaire. Par exemple, si on regarde la colonne la plus à gauche dans le premier tableau, tout en bas, le niveau d'enrichissement passe de 60% d'uranium 235 à un certain nombre de bombes par an avec ces cascades. On obtient environ 35,6, 35,8 bombes par an. C'est ce qu'on voit dans la colonne la plus à gauche. Mais ils n'ont pas tout ça. Ils ne disposent pas d'autant d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%. Ils n'en ont qu'environ 440 kilos, comme on le voit dans la colonne du milieu, en bas du tableau inférieur. Donc, si vous avez cette capacité, dans la colonne la plus à droite, vous pourriez construire environ 11 ou 12 armes nucléaires. Entre l'enrichissement à 20% et à 60%, vous devriez pouvoir en fabriquer 12 ou 13, puis en ajouter encore 11 ou 12 sur une période de, disons, 4 ou 5 ans. Et ceux qui pensent que ça ne pourrait pas durer 4 ou 5 ans ne réfléchissent pas vraiment à la situation. Les Iraniens peuvent nous tenir tête, et ils le feront si c'est nécessaire. C'est, selon moi, une leçon de réalisme. S'il existe une autre solution, et qu'elle est crédible, alors quelqu'un doit la proposer. Sinon, il faut arrêter de jouer avec le feu, parce que je ne prétends pas du tout comprendre la politique intérieure de l'Iran. Je veux dire, toutes les personnes avec qui j'ai parlé et qui comprennent un minimum la situation en Iran décrivent le pays comme un environnement politique d'une complexité et d'une subtilité extraordinaire. Il y a une très grande diversité d'opinions au sein de l'élite politique. Et tôt ou tard, on pourrait se retrouver dans une situation où ceux qui veulent aller de l'avant et construire des armes nucléaires l'emportent. Ce serait une mauvaise chose pour l'Iran, mais aussi pour tout le reste du monde. Il est temps de donner la parole à ceux qui défendent une solution de bon sens,
ces Iraniens au sein de la direction politique qui disent « Regardez, c'est une voie raisonnable, à la fois pour notre pays et pour les autres. » Comme l'a expliqué Mohammad Zarif à un ami à moi, il y a des gens comme lui en Iran, et aujourd'hui, ils sont attaqués. Et plus les gens irrationnels aux États-Unis et en Israël l'emportent et continuent de frapper l'Iran, plus on risque d'arriver à un point où, au sein de la direction politique, ceux qui veulent aller de l'avant et construire des armes nucléaires prendront le dessus. Et ce serait mauvais pour l'Iran et mauvais pour tout le monde. La dynamique politique est claire. Pas besoin de 10 ans d'études pour comprendre ça. Il suffit de réfléchir. Et il y a très peu de réflexion. J'ajouterais d'ailleurs que c'est aussi un problème du côté de la communauté américaine du contrôle des armements. Parce que ces gens-là ne réfléchissent pas du tout. À chaque fois qu'on avance un argument, contrôle des armements, ils sont en pilotage automatique. Il n'y a aucune analyse. Et c'est pour ça que j'ai été tellement agacé par le Bulletin of the Atomic Scientists. Parce que ces gens-là, franchement, ils s'en fichent. Ils veulent juste qu'on les prenne pour des experts, qu'ils écrivent leurs articles et qu'on croit ce qu'ils croient, simplement parce que eux y croient. Ils vivent dans leur petite bulle. Ils ne parlent qu'entre eux. Mais l'analyse, ça compte vraiment. Et c'est ce que j'essaie de faire passer dans ces discussions avec votre public. Ça ne veut pas dire que l'analyse mène à une solution simple. La solution peut même être très difficile à accepter pour beaucoup de gens. Mais c'est la seule que je vois qui puisse nous conduire vers un monde plus sûr. Et quand je dis « nous », je parle des Iraniens et de tout le monde. Et si on ne commence pas à réfléchir sérieusement à la situation réelle et à la manière d'y répondre sur le plan diplomatique, on va se retrouver dans une sacrée galère dans les prochaines années. Et en réalité, on y est déjà, parce qu'on dérive inexorablement vers une énorme catastrophe économique. Aux États-Unis, on est dans une situation très difficile. C'est un pays immensément riche, mais malheureusement, la répartition des richesses y est très défavorable. 60% des Américains vivent au jour le jour, d'un salaire à l'autre. Quand le prix de l'essence augmente, quand le gallon prend $1 de plus, la plupart des Américains ne peuvent pas simplement éviter cette dépense. C'est un pays très étendu, avec des villes peu denses. Les gens sont obligés de se déplacer en voiture. Ce n'est pas un choix. People have to drive around. It's not a choice. I can take public transportation because I'm fortunate enough. Je peux prendre les transports en commun parce que j'ai la chance d'avoir les moyens de vivre en centre-ville. J'ai une voiture qui n'a presque pas de kilomètres au compteur. Elle a 10 ans. Je me déplace à pied partout. Je vais à pied à l'épicerie. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le choix. Et quand on vit de salaire en salaire, et que tout à coup, une partie importante de son revenu disparaît parce qu'il faut acheter de l'essence pour aller travailler, il ne reste plus d'argent pour la nourriture. Et les prix de la nourriture augmentent, pas seulement à cause du coût du transport, mais ça c'est juste la partie visible du problème. Parce que la ferme, vous savez, ma femme a une ferme dans sa famille, et en ce moment on discute avec des gens, un ami notamment, qui louent des terres sur cette ferme. On essaie de comprendre quel va être le prix des engrais. Et vous savez, comme la saison des cultures commence, combien ça va coûter de pomper l'eau sur les terres? Parce qu'il faut du diesel pour faire tourner les pompes. Tout ça va entraîner une hausse des coûts alimentaires et des coûts en général. Alors pour les États-Unis, qui sont un pays riche et privilégié, ça va être une catastrophe. La pression sur Donald Trump va augmenter de façon spectaculaire, bien plus qu'elle ne l'est déjà. Et Dieu seul sait ce que ce type, avec son équipe incompétente, va encore inventer dans les prochains mois, avant les grandes élections législatives qui approchent. Les États-Unis vont connaître beaucoup de turbulences politiques.
So the United States is going to see a lot of political turmoil. More importantly, you have countries all over the world. Plus important encore, il y a des pays partout dans le monde qui ont du mal à nourrir leur population. Il va y avoir de la famine dans ces régions. C'est ce qui nous attend. Et ça va arriver, d'accord? Même si on arrêtait tout maintenant, ça se produirait quand même à un certain degré. On a déjà perdu 13 millions de barils de production pétrolière par jour, simplement à cause des dégâts sur les installations existantes. Ça ne peut pas durer éternellement. Et les gens doivent commencer à réfléchir à la manière dont la diplomatie peut être utilisée pour mettre fin à cette folie. Mais bon, on va sûrement m'accuser d'être du mauvais côté. Pourtant, je ne vois pas comment les Iraniens pourraient agir autrement que ce qu'ils font, si l'Occident ne commence pas à négocier sérieusement avec eux. Leur intérêt, c'est de négocier. Ils ont toutes les raisons de négocier, mais ils ont besoin d'un allègement des sanctions. Et ils doivent pouvoir poursuivre un programme d'enrichissement avec les garanties appropriées de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour pouvoir mener leurs activités, ce qu'ils sont bien décidés à faire. Ce n'est pas à nous de décider s'ils ont ou non le droit d'enrichir. Ils ont ce droit. Cette question a été tranchée lors de la négociation du traité de non-prolifération. On ne peut pas dire « vous n'avez pas le droit d'enrichir, mais tous les autres l'ont ». Ça ne marche pas. Pas quand on est un pays qui veut avoir son propre programme d'enrichissement. On peut débattre de savoir s'ils en ont besoin ou pas, et de tout le reste. Mais c'est un autre sujet. Donc je pense que la diplomatie est vraiment nécessaire ici. Oui, je pense que beaucoup de bons arguments ont été avancés pendant cette discussion. Et j'espère qu'on pourra retrouver un peu de bon sens face à ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout devient de plus en plus compliqué. Vous savez, je me souviens que vous aviez parlé de Michael McFaul. Il y a à peine 5 jours, il a tweeté que l'Ukraine est en train de gagner. Comparez ça avec l'ambassadeur Chas Freeman. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Franchement, c'est difficile à croire. Bon, je crois que j'en ai déjà parlé à un moment, je ne sais plus si je t'en ai parlé, mais voilà, je le connais depuis de nombreuses années. J'étais à Stanford et j'ai eu une discussion avec lui après un séminaire et je lui ai demandé, vraiment pendant cette discussion, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses accomplir? Et lui me répond, et toi, qu'est-ce que tu veux accomplir? C'était une vraie discussion, hein? Et il me dit, je veux me débarrasser de Poutine. Alors je lui dis, comment tu vas faire? Il me répond, je ne sais pas. Et là je lui dis, tu veux t'en débarrasser, mais tu ne sais pas comment? C'est quoi cette politique? Eh bien, ce n'est pas une politique. Je ne défends pas une politique. J'ai dit, eh bien, vous venez de faire une déclaration politique. Vous pensez qu'il est important de se débarrasser de Poutine. Mais qui va le remplacer? Vous y avez réfléchi? Voilà. C'est difficile à croire. Voilà ce qui arrive quand on vit dans une bulle. Cet homme-là, c'est l'exemple même de quelqu'un qui vit dans une bulle. J'avais eu une discussion avec lui, bien plus tôt, où il faisait la promotion. Il était la figure de proue, vous vous en souvenez peut-être, du reset russe en 2009. Les États-Unis allaient relancer la relation avec la Russie et entretenir de bonnes relations. Alors, l'histoire que vous entendrez de la part de McFaul, c'est que les Russes n'ont pas tenu leurs engagements. C'est ce qu'il va vous dire. Mais la vraie histoire, ce n'est pas ce qu'il prétend. En réalité, lui, avec Hillary Clinton, ont pris les Russes de court en leur proposant d'installer des systèmes de défense antimissiles en Roumanie et en Pologne. Ces systèmes, c'étaient des systèmes Aegis, capables de lancer des missiles de croisière vers la Russie. Les Russes ont regardé ça et ont dit, « Vous savez,
cette défense antimissile n'a aucune capacité réelle. D'ailleurs, j'ai dû l'expliquer à McFaul. Il ne savait même pas que cette défense antimissile n'avait aucune capacité. Il travaillait à déployer tout ça, mais il ne savait absolument pas de quoi ces systèmes étaient capables. J'ai dû lui expliquer, tu vois, les radars ne sont pas assez puissants pour détecter et guider les intercepteurs. Et les intercepteurs, eux, ne sont pas assez rapides pour atteindre les cibles. C'est une blague technique. Par contre, ce que le système peut faire, c'est lancer des missiles de croisière vers la Russie. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Mike? Les Russes vont penser la même chose que moi. Moi, je pense que c'est une menace pour les Russes. Je ne suis pas russe, je suis américain. Simplement, je suis informé sur le plan technique, contrairement à toi. Et je te le dis, c'est une menace contre la Russie. Alors, pourquoi tu penses que les Russes réagissent comme ça? Pourquoi tu crois que cet accord a échoué? Ça a à voir avec toi, ton ignorance, ton absence totale de volonté de comprendre ce que tu fais, ton désintérêt pour tes propres politiques. Tu es pourtant dans une position où tu pourrais poser les bonnes questions. Mais tu ne l'as pas fait. Ce type, c'est une bulle. Il vit dans une bulle. Et c'est un exemple. Encore un exemple de cette bulle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Celle qui s'assoit, organise une réunion avec moi, une réunion sur Zoom, et qui me dit « Je ne vois pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez ?» Eh bien, c'est toi qui as organisé la réunion. Je t'ai envoyé des documents. Tu les as pas lus. Oui, mais j'étais occupé. Ah oui? Occupé, vraiment? Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire? Elle avait un technicien au sein du Conseil pour la science et la sécurité, cette femme. Il n'a pas pu venir, lui non plus. Il était trop occupé. Mais j'ai échangé avec lui par email, et à un moment, il m'a écrit quelque chose. J'ai encore ses emails d'ailleurs. J'avais même pensé faire une conférence à ce sujet. Bref, il m'a dit quelque chose qui m'a poussé à lui répondre. Vous m'insultez? Vous m'insultez vraiment? Vous pensez que je n'ai aucune compétence scientifique. Ce que vous dites est insultant. Et là, il me répond. Ce type me répond. Oh, Dr. Postol, je ne vous insulte pas. Je comprends très bien que vous en savez bien plus que moi sur ces questions. Mais il n'a même pas pris la peine de venir à la réunion pour en parler. Donc tout est par écrit, tu vois. Toi, tu en sais bien plus que moi sur ce sujet. Alors je lui ai répondu, et je lui ai dit, pourquoi tu sièges au Conseil scientifique et de sécurité du Bulletin des scientifiques atomiques si tu n'y connais rien et que tu n'as aucune envie d'apprendre? C'est quoi ton rôle? Pourquoi tu es là? Pour dire, je suis un type bien. Je suis pour le contrôle des armements, le contrôle des armements, le contrôle des armements. Je suis un homme bien, je suis contre l'instabilité. Voilà le genre de communauté à laquelle on a affaire. Voilà les gens du bon côté. Voilà les gens du bon côté. Alors tu peux comprendre pourquoi j'en ai ras-le-bol de ces gens-là. Et oui, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre.